Bonjour à tous, bienvenue dans Afrique Hebdo. Au sommaire, cette semaine, ils ne sont pas déclarés à la naissance et n'ont donc pas d'état civil. Les enfants dits fantômes seraient au moins 700 000 en Côte d'Ivoire. Ils n'existent pas aux yeux de la loi et se voient privés de leurs droits. Être influenceur au Sénégal ne rapporte pas toujours. Une plateforme a été créée pour assurer aux créateurs de contenu sur les réseaux sociaux une meilleure reconnaissance et une rémunération plus juste. Il photographie Dakar avec un regard pudique et poétique. Ces modèles capturés à travers une toile ressemblent à des ombres. Mabeidem est notre invitée. Plus d'un tiers des mineurs sans état civil dans le monde sont issus du continent africain. La Côte d'Ivoire est le pays qui abrite le plus grand nombre de personnes sans document d'identité. Malgré les efforts des autorités, un enfant sur 3 n'est pas déclaré à l'état civil. Invisibles aux yeux de la loi, ces enfants fantômes seront les apatrides de demain. Reportage de nos correspondants Julia Guggenheim et Damien Kofi. Maya et son équipe de bénévoles sillonnent le marché de Bouaké avec un objectif, aider les mères de famille dont les enfants ne possèdent pas d'acte de naissance. Tu n'as pas extrait là, tu vas là-bas, ils vont t'expliquer comment tu vas faire. Par manque de temps ou d'argent pour se déplacer en préfecture ou par méconnaissance de l'enjeu, près de la moitié des naissances ne sont pas déclarées dans les délais légaux. Et parce que ces déclarations ne sont jamais faites ou que les papiers sont perdus, 32% des enfants n'ont pas d'identité officielle. On n'a pas pu gagner le temps pour partir les déclarer. À cause de ça, ils ont refusé mes 2 enfants pour partir à l'école. Je dois les scolariser. Mais on dit ça extra, on ne peut pas les prendre. Alors, je suis coincée. Pour lutter contre ce phénomène, une loi spéciale permet désormais aux retardataires de s'enregistrer sans pénalité. Mais l'information semble méconnue par une partie de la population. C'est le cas par exemple de ce jeune transporteur. C'est payant, donc voilà pourquoi ils poussent pour parler, faire. Donc je vais chercher l'argent pour faire extrait. Aider à sensibiliser le plus grand nombre, c'est l'objectif que se sont fixés l'UNICEF et la fondation de Sébastien Haller, l'attaquant star de l'équipe nationale ivoirienne. Elles organisent ainsi un tournoi de football dans plusieurs villes de Côte d'Ivoire jusqu'au mois de décembre. Pour y participer, la seule condition est d'avoir un extrait de naissance. Chaque équipe victorieuse sera invitée à Abidjan pour rencontrer, il passera une semaine avec Sébastien. Donc l'enjeu au final a permis en fait d'avoir cet engouement sur ce tournoi. Sur les bords du terrain, les personnes rencontrées la veille par les volontaires sont prises en charge par l'ONESI, le service de l'état civil. Pour fluidifier les démarches, le service cherche à se moderniser, notamment en digitalisant son registre. Un programme qui devrait également aider les autorités à mieux adapter leur politique publique. Au Sénégal, les influenceurs qui rivalisent de créativité sur les réseaux sociaux sont confrontés aux dures réalités économiques, parfois marginalisées par les fonds destinés aux créateurs de contenu de grands groupes, en particulier TikTok. Ils cherchent plus de stabilité dans leur carrière. Une plateforme leur propose désormais de les accompagner pour leur assurer une carrière plus rentable. Reportage à Dakar d'Eliman Dao. Abou Blowing, TikToker sénégalais suivi par 1,5 million de followers et spécialiste des parodies musicales. Il dédie entièrement sa vie à la création de contenu viral sur les réseaux sociaux. Une activité pas toujours rentable. On ne gagne pas tous les jours, c'est pas facile. Des fois, tu dépenses beaucoup d'argent dans une vidéo et tu t'en sors pas. C'est ça, c'est pas facile. Mais on gère quand même. Pour plus de stabilité dans sa carrière, Abou a décidé de se faire accompagner par Sen Influenceur, une agence qui incube des créateurs de contenus digitaux. Créée par Mohamed Ndiaye, jeune entrepreneur de 33 ans, elle accompagne une trentaine d'influenceurs sénégalais. Ces derniers sont proposés aux marques et entreprises pour des tarifs allant de 100 à 800 000 francs CFA par vidéo. Il y a une diversité d'influenceurs, les micro-influenceurs, les nano-influenceurs et les macro-influenceurs. Donc, pour coopter les macro-influenceurs, il va falloir que la marque puisse avoir des budgets qui sont un peu élevés. Nous nous misons sur les meilleurs influenceurs qui ont une très bonne image, en plus qui ont de la notoriété. Le secteur de l'influence sur les réseaux sociaux se développe de plus en plus au Sénégal, où 55% de la population a accès à Internet. Pour cet expert des médias sociaux, les influenceurs ont tout à gagner à se faire accompagner. Je pense même qu'il faudrait développer de plus en plus
ces plateformes pour pousser les influenceurs à mieux comprendre les enjeux même de ce qu'ils font. Parce que c'est facile aujourd'hui de faire une vidéo automatiquement, d'avoir plusieurs vues, mais si on n'est pas encadré, on se perd facilement. Basile plaide aussi pour la mise en place de lois pour mieux encadrer l'activité des influenceurs sur les réseaux sociaux. Son procédé unique donne naissance à des silhouettes que l'on a l'impression d'avoir croisées à Dakar, Harare ou Cotonou. Ces photographies invitent à la rêverie et à l'intimité. Bonjour Mabaydem. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vos photographies sont très singulières. On dirait que vos sujets sont des ombres. On pourrait aussi croire qu'il s'agit de peinture. Est-ce que c'est le résultat du procédé très particulier que vous utilisez ? Alors, je photographie depuis une dizaine d'années à peu près derrière des tentes. Enfin, je suis abrité sous des tentes. Au départ, c'était assez involontaire. Je m'introduisais dans des tentes à Dakar. Des tentes en tissu, voilà, des tentes voiles qui servent pour toutes sortes de cérémonies. À Dakar, il y en a plein. Et elles sont bordées par un tissu, une sorte de bâche abîmée, surtout dans les quartiers populaires. Et j'ai commencé involontairement à photographier à travers ce tissu-là. Et petit à petit, j'ai construit avec Kader Dong, mon assistant, notre propre tente. Et on s'est déplacé partout dans Dakar pour... Et c'est devenu votre signature, en fait. Cette tente en tissu crée un genre de filtre devant vos photographies, sur vos clichés ? Oui, tout à fait. C'est le fruit de... Ce qui m'intéressait au départ, c'était le fait que la photographie aussi vieillit. Et ce tissu me permettait d'avoir cette sorte de texture où est présent les accros, les déchirures, et qui disent l'histoire des différentes cérémonies, puisque les bâches sont réutilisées à chaque cérémonie. Oui, justement, on le voit, votre démarche, elle est aussi imprégnée par le souvenir des pliures, des photographies usées et abîmées par le passage du temps. Tout à fait. La première photo que j'ai prise tout à fait involontairement, j'étais dans une grande cérémonie, je faisais des photographies pour un autre projet. Et j'ai commencé à photographier 1, 2, et ce jour-là, il n'y a eu que 5-6 photographies. Et la première que j'ai regardée m'a fait penser à la photo de ma grand-mère maternelle, que je n'ai pas du tout connue, que j'ai connue que sous forme de photos qu'on connaît un peu tous, sépia, avec des traces de café. Je ne sais pas bien pourquoi ma mère l'a conservée comme ça, mais c'était la première image que j'ai eue de ma grand-mère. Et je crois que c'est ça qui m'a donné envie d'insister, et que finalement c'est devenu un procédé, en effet, que j'utilise depuis une dizaine d'années et qui maintenant c'est terminé. Voilà. Est-ce que vous photographiez derrière ce simple voile, vous voilez le monde pour mieux le voir ? Probablement, c'est toujours assez complexe. Je pense que moi, je fais vraiment de la photographie déjà pour rencontrer les gens, mais aussi pour essayer de mieux connaître mon rapport au monde. La photographie me permet de m'exprimer et puis surtout de rencontrer les gens. Chaque photo m'apprend beaucoup de qui je suis et de mon rapport aux autres et des autres aussi. Ouais. Est-ce que vous jouez aussi avec la lumière pour obtenir ce rendu ? On voit qu'il y a beaucoup de couleurs pastel dans vos clichés. Oui. La photographie, on dit que c'est un peu... on écrit avec la lumière. Et forcément, sous la tente, c'est très sombre. Il faut savoir que sous la tente, c'est très sombre. Et c'est parce qu'il y a beaucoup de lumière à l'extérieur qu'il y a cette sorte de transparence qui fait apparaître les petits accros, les petites imperfections qui moi, me réjouissent évidemment. Et j'arrive à jouer avec ces petits détails. Voilà. Alors, vous exposez actuellement avec la galerie Art Z à Paris 2 de vos séries intitulées Golfe Sud et 142 rue Mère Yacine. Qu'est-ce que vous voulez montrer avec ces photographies ? Le quotidien de cette rue Mère Yacine, qui est à Dakar, qui est en banlieue dakaroise. Et surtout, au départ, je ne cherche pas du tout à être original. Je pense que je cherche à retrouver des gestes assez banals de la vie quotidienne. Et je suis resté 4 ans à rue Mère Yacine face à un bâtiment en constante rénovation, puisque Dakar est en constante rénovation. Et je crois que ça m'a beaucoup appris sur les gens, sur ce quartier, cette vie de quartier, les difficultés aussi de la vie. Et il faut savoir que la tente, c'est un lieu que je veux collectif, un lieu ouvert. Et quand je prends des photos, il y a plein de gens en fait, avec moi dans la tente. Parfois, je suis seul, mais des jeunes
parfois me racontent leur envie aussi d'ailleurs. Malheureusement, j'ai perdu aussi quelques jeunes avec qui je discutais sous la tente qui ont pris les bateaux et qui ne sont pas sortis. Voilà. D'autres sont arrivés à destination. Mais rester dans cet endroit, rue Mère Yacine, ça a été très important pendant 4 ans, même 5 ans, pour savoir ce qui se passe, quoi. Ce qui se passe à Dakar, en banlieue dakaroise, la jeunesse, les plus âgés, les problèmes du quotidien, parfois quand il n'y a pas d'eau, enfin voilà. Et les choses aussi, bien sûr, qui marchent, évidemment. Et c'est une exposition que l'on pourra aussi retrouver sur le continent africain, notamment à Dakar et à Nouakchott en 2024. Voilà, les dates sont prévues parce que, évidemment, pour moi, c'est très important de présenter ces photos pas seulement au à Sénégal, Paris, mais aussi en Afrique. À Nouakchott. Et puis là, je suis en train de réfléchir plus en 2025 à d'autres lieux en Afrique de l'Ouest, en Afrique. Voilà. Je voudrais qu'on s'arrête un instant sur cette photo que vous avez choisie, parce qu'elle a une signification particulière pour vous. Est-ce que vous pouvez me dire pourquoi et m'expliquer ce qu'on voit sur ce cliché ? On voit 2 moyens de locomotion. Et ce qui m'a intéressé présenter cette photographie aujourd'hui, c'est que avant, cette photographie a été prise en 2014. Avant ça, c'était involontaire, les photos que je prenais derrière les tissus. Et celle-ci fait partie des premières que j'ai vraiment prises volontairement. Et je voulais vraiment montrer une sorte de temporalité. Il y a une double temporalité. Mais il y a aussi la temporalité avec un peu d'épaisseur du tissu qui me permet de faire des grands ciels, qui me permet aussi de dire ce que je ressens lors du voyage. Le voyage avec ses accros, ses difficultés aussi, avec sorte de vent. Et c'est peut-être à ce moment-là que j'ai pris conscience que ce tissu pouvait me permettre de dire beaucoup plus de choses que sans le tissu. Voilà. Merci Mabeydem d'avoir été l'invité d'Afrique Hebdo. Et je le rappelle, votre exposition est à retrouver à la galerie parisienne Art Z jusqu'au 13 janvier 2024. Merci beaucoup d'avoir été notre invité. Et merci à vous de nous avoir suivis. À très vite sur France 24.